Bonjour, bienvenue dans ce chapitre de terminale spécialité physique et chimie. Nous allons parler de mouvement et de force et des trois lois de Newton. Alors nous verrons que ces trois lois de Newton s'appliquent à des systèmes d'échelle très différentes, depuis une particule de la taille d'une molécule jusqu'à des systèmes à l'échelle du système solaire et au-delà en astrophysique et en astronomie par exemple. Donc ce sont trois lois extrêmement puissantes qui sont à la base de la mécanique que l'on appelle la mécanique classique. Donc commençons par la première loi de Newton. Cette première loi de Newton s'appelle le principe d'inertie. Vous l'avez déjà découvert en seconde et vous en avez reparlé en première. Alors, ce principe d'inertie, il va s'appliquer sur un système, mais on va l'appliquer en fait au centre de masse du système. Alors, qu'est-ce que c'est que le centre de masse? Ici, par exemple, pour ce marteau, son centre de masse est noté G, c'est le point d'équilibre des masses du système. Vous voyez que par exemple, pour le marteau, le centre de masse, il est légèrement décalé vers la tête du marteau qui est plus lourde que le reste, que le manche du marteau. Et donc, il se trouve que les forces qui s'appliquent sur un système, on peut considérer qu'elles s'appliquent toutes à ce centre de masse. Et généralement, le mouvement du centre de masse est plus simple que le mouvement des autres points du système. Alors, que dit le principe d'inertie? Il nous dit que dans un référentiel qu'on appelle un référentiel galiléen, le centre de masse d'un système est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme si et seulement si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'est donc une équivalence, hein, si et seulement si. Donc, vitesse, mouvement rectiligne uniforme, ça signifie que le vecteur vitesse est un vecteur constant, et ça ne sera le cas que si la somme des forces est nulle. C'est ce qu'on appelle des forces qui se compensent. Alors bien sûr, il peut aussi y avoir une absence totale de force, mais ça c'est une situation théorique puisque dans l'univers, étant donné que la force gravitationnelle ou la force électrostatique ont une portée infinie, il n'y a jamais totalement aucune force qui s'exerce sur un système. Donc on utilise comme terme de vocabulaire un système isolé pour un système qui ne subirait aucune force, mais encore une fois, c'est un système théorique. Et en pratique, sinon, on a des systèmes pseudo-isolés lorsque les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Alors on peut être amené à utiliser la contraposée de ce principe d'inertie, c'est-à-dire son contraire à ce principe. Si les forces ne se compensent pas, le système n'a pas un mouvement rectiligne uniforme et n'est pas non plus immobile, et inversement, bien sûr, si le système n'a pas un mouvement rectiligne uniforme ou n'est pas immobile, ça signifie que les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. Donc, par exemple, dans ce cas-là, pour le marteau, si la somme des forces est dirigée comme ceci, eh bien, le vecteur vitesse ne peut pas être constant. Un instant plus tard, il aura ici pivoté vers le bas dans la direction de la somme des forces. Et il aura augmenté également en norme puisqu'on voit une composante de cette somme des forces est dirigée dans le sens du vecteur vitesse. Alors voyons l'application de ce principe d'inertie à deux situations. Première situation, lorsqu'on a un objet immobile posé sur un support, eh bien pour qu'il soit immobile, il faut qu'il y ait une force qui s'oppose au poids de ce système. Et donc cette force, c'est ce qu'on appelle la réaction normale du support. Donc c'est une force du support sur le système. Cette réaction normale, elle est perpendiculaire au support. Elle empêche en fait le système de traverser le support. Donc on a comme relation somme des forces égale vecteur nul, c'est-à-dire ici réaction normale plus poids égale au vecteur nul. Une autre situation possible, par exemple, c'est un skieur en mouvement rectiligne uniforme, mais cette fois-ci sur ce qu'on appelle un plan incliné. Sur ce plan incliné, on va simplifier le système en le représentant par un unique point, qui est donc le centre de masse du skieur. Sur ce point va s'exercer le poids du skieur. On va retrouver la réaction normale du support, orientée donc perpendiculaire au support. Maintenant, s'il n'y avait que ces deux forces, on voit ici que la somme du poids P plus de la réaction normale Rn n'est pas égale au vecteur nul. Donc, s'il n'y a que ces deux forces, il ne peut pas y avoir un vecteur vitesse qui est constant. Maintenant, il va donc exister une autre force ici qui va correspondre aux forces de frottement, essentiellement dues au support également. Donc il y a une partie des forces de frottement qui peut être due à l'air s'il va vraiment très très vite, mais ici on va considérer que ces forces de frottement ne sont dues qu'au support.
Et donc là, on va pouvoir appliquer le principe d'inertie si on sait que son mouvement est rectiligne et uniforme, c'est-à-dire que la somme de ces trois forces est égale au vecteur nul. Alors très souvent, on va parler de la somme de la réaction normale et des forces de frottement du support, puisque ces deux forces sont dues au support. On parle tout simplement de réaction du support ici, en faisant la somme des deux. Vous voyez ici Rn réaction normale plus force de frottement Ff. On retrouve cette force R réaction du support. Parlons à présent des référentiels galiléens. En effet, vous voyez que cette première loi de Newton ne s'applique que dans des référentiels galiléens. Alors, qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? C'est tout simplement un référentiel dans lequel la première loi de Newton, donc le principe d'inertie qu'on vient de découvrir, se vérifie. Alors, voyons tout de suite un exemple pour comprendre. Si on regarde un bloc de glace ici posé à l'arrière d'un camion, ce bloc de glace subit des forces dont la somme est nulle, c'est-à-dire que les forces se compensent. Il n'y a en effet que le poids et la réaction du support. Il n'y a pas de force de frottement parce que c'est un bloc de glace et on va considérer que ces forces de frottement sont négligeables par rapport aux deux autres forces. Donc, il subit des forces qui se compensent. Si on fait une première étude dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire par rapport à la route ici, on voit que le bloc de glace est au repos lorsque les forces qu'il subit se compensent, que ce soit lorsqu'il est sur le camion ou lorsqu'il arrive au sol. Puisque on a bien une vérification du principe d'inertie, il est au repos et il subit des forces qui se compensent, ça signifie que le référentiel terrestre est un référentiel galiléen. Autre référentiel d'étude possible, c'est le référentiel du camion. Que se passe-t-il dans le référentiel du camion? Le bloc de glace au départ est immobile, puis se met en mouvement vers l'arrière du camion. Donc dans ce référentiel, le bloc de glace n'est ni au repos, ni en mouvement rectiligne et uniforme. Il y a un moment donné où il va accélérer vers l'arrière du camion. Donc il subit des forces qui se compensent, mais il a un mouvement accéléré. Dans ce cas-là, le référentiel du camion est un référentiel non galiléen puisque le premier principe ne se vérifie pas. Alors le référentiel terrestre peut être considéré comme un référentiel galiléen uniquement lorsqu'on étudie des mouvements de courte durée. En effet, si comme la Terre tourne sur elle-même, eh bien on verrait que le premier principe, la première loi de Newton, le principe d'inertie, ne se vérifie pas si on étudie des mouvements de longue durée sur Terre, dans un référentiel terrestre. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on connaît un référentiel galiléen, si les autres référentiels sont galiléens ou non? Eh bien, tout simplement, un référentiel qui va accélérer, freiner ou tourner par rapport à un référentiel galiléen n'est pas galiléen. Ici, le camion a un mouvement accéléré, il se met en mouvement par rapport à la route qui est le référentiel galiléen. Donc, le camion ne peut pas être un référentiel galiléen. À l'inverse, si on a un référentiel qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen, il sera lui-même galiléen. Si on regarde la situation qui est ici, la voiture, lorsqu'elle est en plein virage comme ici, n'est pas un référentiel galiléen, puisque la route qui est un référentiel galiléen, eh bien la voiture est en train de tourner, voire de freiner ou d'accélérer, peu importe, mais dans tous les cas, ça ne sera pas un référentiel galiléen dans ce cas-là. Par contre, lorsqu'on est dans un mouvement rectiligne et uniforme sur la route comme au départ ici, on peut considérer qu'à cet instant-là, la voiture est un référentiel galiléen.